Bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Petit aparté avant la lecture de la 103e nuit, juste pour vous rappeler que la 101e et 102e nuit n'ont pas été traduits par Antoine Galland parce que donc la femme qui se marie changeait 6 ou 7 fois de tenue et de parure et que ces deux nuits en fait étaient la description de ces changements en vers en arabe et qu'en français ça ne donnait pas bien. Donc on va commencer tout de suite avec la 103e nuit. Troisième nuit. Sire, dit Scheherazade au sultan des Indes, votre majesté n'a pas oublié que c'est le grand vizir Giafar qui parle au calife Haroun al-Rachid. À chaque fois, poursuivit-il, que la nouvelle mariée changeait d'habit, elle se levait de sa place et, suivie de ses femmes, passait devant le bossu sans daigner le regarder, et allait se présenter devant Bedreddin Hassan pour se montrer à lui dans ses nouveaux atours. Alors, Bedreddin Hassan, suivant l'instruction qu'il avait reçue du génie, ne manquait pas de mettre la main dans sa bourse et d'en tirer des poignées de sequins qu'il distribuait aux femmes qui accompagnaient la mariée. Il n'oubliait pas les joueurs et les danseurs, il leur en jetait aussi. C'était un plaisir de voir comme ils se poussaient les uns les autres pour en ramasser. Ils lui en témoignèrent de la reconnaissance en lui marquant par signe qu'il voudrait que la jeune épouse fût pour lui, et non pas pour le bossu. Les femmes qui étaient autour d'elle lui disaient la même chose et ne se souciaient guère d'être entendues du bossu, à qui elle faisait 1000 niches, ce qui divertissait fort tous les spectateurs. Lorsque la cérémonie de changer d'habit tant de fois fut achevée, les joueurs d'instruments cessèrent de jouer et se retirèrent, en faisant signe à Bedreddin Hassan de demeurer. Les dames firent la même chose en se retirant après eux, avec tous ceux qui n'étaient pas de la maison. La mariée entra dans un cabinet, où ses femmes la suivirent pour la déshabiller, et il ne resta plus dans la salle que le palefrenier bossu, Bedreddin Hassan et quelques domestiques. Le bossu, qui en voulait furieusement à Bedreddin de lui faire ombrage, le regarda de travers et lui dit « Et toi, qu'attends-tu? Pourquoi ne te retires-tu pas comme les autres? Marche !» Comme Bedreddin n'avait aucun prétexte pour demeurer là, il sortit, assez embarrassé de sa personne. Mais il n'était pas hors du vestibule que le génie et la fée se présentèrent à lui et l'arrêtèrent. « Où allez-vous » lui dit le génie. « Demeurez. Le bossu n'est plus dans la salle. Il en est sorti pour quelques besoins. Vous n'avez qu'à y entrer et vous introduire dans la chambre de la mariée. Lorsque vous y serez seul avec elle, dites-lui hardiment que vous êtes son mari, que l'intention du sultan a été de se divertir du bossu et que pour apaiser ce mari prétendu, vous lui avez fait apprêter un bon plat de crème dans son écurie. Dites-lui là-dessus tout ce qui vous viendra dans l'esprit pour la persuader. Étant fait comme vous êtes, cela ne sera pas difficile, et elle sera ravie d'avoir été trompée si agréablement. Cependant, nous allons donner ordre que le bossu ne rentre pas, et ne vous empêche point de passer la nuit avec votre épouse, car c'est la vôtre, et non pas la sienne. » Pendant que le génie encourageait ainsi Bedreddin et l'instruisait de ce qu'il devait faire, le bossu était véritablement sorti de la salle. Le génie s'introduisit où il était, prit la figure d'un gros chat noir et se mit à miauler d'une manière épouvantable. Le bossu cria après le chat et frappa des mains pour le faire fuir. Mais le chat, au lieu de se retirer, se roidit sur ses pattes, fit briller des yeux enflammés et regarda fièrement le bossu en miaulant plus fort qu'auparavant et en grandissant de manière qu'il parut bientôt gros comme un ânon. Le bossu, à cet objet, voulut crier au secours, mais la frayeur l'avait tellement saisi qu'il demeura la bouche ouverte sans pouvoir proférer une parole. Pour ne pas lui donner de relâche, le génie se changea à l'instant en un puissant buffle, et sous cette forme, lui cria d'une voix qui redoubla sa peur « Vilain bossu !» À ces mots, l'effrayé palefrenier se laissa tomber sur le pavé, et se couvrant la tête de sa robe, pour ne pas voir cette bête effroyable, il lui répondit en tremblant « Prince souverain des buffles,
Que demandez-vous de moi ?» ?»« Malheur à toi, lui repartit le génie. Tu as la témérité d'oser te marier avec ma maîtresse. »« Eh, Seigneur, dit le bossu, je vous supplie de me pardonner. Si je suis criminel, ce n'est que par ignorance. Je ne savais pas que cette dame eut un buffle pour amant. Commandez-moi ce qu'il vous plaira, je vous jure que je suis prête à vous obéir. »« Par la mort, répliqua le génie, si tu sors d'ici, ou que tu ne gardes pas le silence jusqu'à ce que le soleil se lève, si tu dis le moindre mot, je t'écraserai la tête. Alors, je te permets de sortir de cette maison, mais je t'ordonne de te retirer bien vite sans regarder derrière toi, et si tu as l'audace d'y revenir, il t'en coûtera la vie. » En achevant ces mots, le génie se transforma en homme, prit le bossu par les pieds, et après l'avoir levé la tête en bas contre le mur, « Si tu branles, ajouta-t-il, avant que le soleil soit levé, comme je te l'ai déjà dit, je te prendrai par les pieds et je te casserai la tête en 1000 pièces contre la muraille. » Pour revenir à Bedreddin Hassan, encouragé par le génie et par la présence de la fée, il était rentré dans la salle et s'était coulé dans la chambre nuptiale, où il s'assit en attendant le succès de son aventure. Au bout de quelque temps, la mariée arriva, conduite par une bonne vieille, qui s'arrêta à la porte en exhortant le mari à bien faire son devoir, sans regarder si c'était le bossu ou un autre, après quoi elle ferma la porte et se retira. La jeune épouse fut extrêmement surprise de voir, au lieu du bossu, Bedreddin Hassan, qui se présenta à elle de la meilleure grâce du monde. « Hé, quoi, mon cher ami, lui dit-elle, vous êtes ici à l'heure qu'il est? Il faut donc que vous soyez camarade de mon mari. »« Non, madame, répondit Bedreddin, je suis d'une autre condition que ce vilain bossu. »« Mais, reprit-elle, vous ne prenez pas garde que vous parlez mal de mon époux. »« Lui, votre époux, madame, repartit-il. Pouvez-vous conserver si longtemps cette pensée? Sortez de votre terreur. Tant de beautés ne seront pas sacrifiées au plus misérable de tous les hommes. C'est moi, madame, qui suis l'heureux mortel à qui elles sont réservées. Le sultan a voulu se divertir en faisant cette supercherie au vizir, votre père, et il m'a choisi pour votre véritable époux. Vous avez pu remarquer combien les dames, les joueurs d'instruments, les danseurs, vos femmes et tous les gens de votre maison se sont réjouis de cette comédie. Nous avons renvoyé le malheureux bossu qui mange à l'heure qu'il est un plat de crème dans son écurie, et vous pouvez compter que jamais il ne paraîtra devant vos beaux yeux. » À ce discours, la fille du vizir, qui était entrée plus morte que vive dans la chambre nuptiale, changea de visage, prit un air gai qui la rendit si belle que Bedreddin en fut charmé. « Je ne m'attendais pas, lui dit-elle, à une surprise si agréable, et je m'étais déjà condamnée à être malheureuse tout le reste de ma vie. Mais mon bonheur est d'autant plus grand que je vais posséder en vous un homme digne de ma tendresse. » En disant cela, elle acheva de se déshabiller et se mit au lit. De son côté, Bedreddin Hassan, ravi de se voir possesseur de tant de charme, se déshabilla promptement. Il mit son habit sur un siège et sur la bourse que le juif lui avait donnée, laquelle était encore pleine, malgré tout ce qu'il en avait tiré. Il ôta son turban pour en prendre un de nuit, qu'on avait préparé pour le bossu, et il alla se coucher en chemise et en caleçon. Le caleçon était de satin bleu et attaché par un cordon tissé d'or. L'aurore, qui se faisait voir, obligea Scheherazade à s'arrêter. La nuit suivante, ayant été réveillée à l'heure ordinaire, elle reprit le fil de cette histoire en ces termes. 104e nuit. Lorsque les deux amants se furent endormis, poursuivit le grand vizir Giafar, le génie qui avait rejoint la fée lui dit qu'il était temps d'achever ce qu'ils avaient si bien commencé et conduit jusqu'alors. « Ne nous laissons pas surprendre, ajouta-t-il, par le jour qui paraîtra bientôt. Allez, et enlevez le jeune homme sans l'éveiller. » La fée se rendit dans la chambre des amants, qui dormaient profondément, enleva Bedreddin Hassan dans l'état où il était, c'est-à-dire en chemise et en caleçon, et volant avec le génie d'une vitesse merveilleuse jusqu'à la porte de Damas en Syrie, ils y arrivèrent précisément dans le même temps que les ministres des mosquées, préposés pour cette fonction, appelaient le peuple à haute voix à la prière de la pointe du jour. La fée posa doucement à terre Bedreddin, et le laissant près de la porte, s'éloigna avec le génie. On ouvrit la porte de la ville,
et les gens qui s'étaient déjà assemblés en grand nombre pour sortir furent extrêmement surpris de voir Bedreddin Hassan étendu par terre, en chemise et en caleçon. L'un disait « Il a tellement été pressé de sortir de chez sa maîtresse qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. » « Voyez un peu, disait l'autre, à quels accidents on est exposé. Il aura passé une bonne partie de la nuit à boire avec ses amis. Il se sera enivré, sera sorti ensuite pour quelque nécessité, et au lieu de rentrer, il sera venu jusqu'ici sans savoir ce qu'il faisait, et le sommeil l'y aura surpris. » D'autres en parlaient autrement, et personne ne pouvait deviner par quelle aventure il se trouvait là. Un petit vent qui commençait à souffler leva sa chemise et laissa voir sa poitrine qui était plus blanche que la neige. Ils furent tous tellement étonnés de cette blancheur qu'ils firent un cri d'admiration qui réveilla le jeune homme. Sa surprise ne fut pas moins grande que la leur de se voir à la porte d'une ville où il n'était jamais venu, et environné d'une foule de gens qui le considéraient avec attention. « Messieurs, leur dit-il, apprenez-moi de grâce où je suis et ce que vous souhaitez de moi. » L'un d'eux prit la parole et lui répondit « Jeune homme, on vient d'ouvrir la porte de cette ville, et en sortant, nous vous avons trouvé couché ici dans l'état où vous voilà. Nous nous sommes arrêtés à vous regarder. Est-ce que vous avez passé ici la nuit? Et savez-vous bien que vous êtes à une des portes de Damas ?» ?»« À une des portes de Damas ?» répliqua Bedreddin. « Vous vous moquez de moi? En me couchant cette nuit, j'étais au Caire. » À ces mots, quelques-uns, touchés de compassion, dirent que c'était dommage qu'un jeune homme si bien fait eût perdu l'esprit, et ils passèrent leur chemin. « Mon fils, lui dit un bon vieillard, vous n'y pensez pas? Puisque vous êtes ce matin à Damas, comment pouviez-vous être hier au soir au Caire? Cela ne peut pas être. »« Cela est pourtant très vrai, repartit Bedreddin, et je vous jure même que je passais toute la journée d'hier à Balsora. » À peine eut-il achevé ces paroles que tout le monde fit un grand éclat de rire et se mit à crier « C'est un fou! C'est un fou !» Quelques-uns néanmoins le plaignaient à cause de sa jeunesse, et un homme de la compagnie lui dit « Mon fils, il faut que vous ayez perdu la raison, vous ne songez pas à ce que vous dites. Est-il possible qu'un homme soit le jour à Balsora, la nuit au Caire et le matin à Damas? Vous n'êtes sans doute pas bien réveillé. Reprenez vos esprits. » « Ce que je dis, reprit Bedreddin Hassan, est si véritable qu'hier au soir, j'ai été marié dans la ville du Caire. » Tous ceux qui avaient ri auparavant redoublèrent leur ri à ce discours. « Prenez-y bien garde, lui dit la même personne qui venait de lui parler. « Il faut que vous ayez rêvé tout cela et que cette illusion vous soit restée dans l'esprit. »« Je sais bien ce que je dis, répondit le jeune homme. Dites-moi vous-même, comment il est possible que je sois allé en songe au Caire, où je suis persuadé que j'ai été effectivement, où l'on a par 7 fois amené devant moi mon épouse, parée d'un nouvel habillement chaque fois, et où enfin j'ai vu un affreux bossu qu'on prétendait lui donner pour mari. Apprenez-moi encore ce que sont devenus ma robe, mon turban et la bourse de sequins que j'avais au Caire. » Quoiqu'il assurât que toutes ces choses étaient réelles, les personnes qui l'écoutaient n'en firent que rire, ce qui le troubla de sorte qu'il ne savait plus lui-même ce qu'il devait penser de tout ce qui lui était arrivé. Le jour, qui commençait à éclairer l'appartement de Schahriar, imposa silence à Scheherazade, qui continua ainsi son récit le lendemain. 105e nuit. Sire, continua le vizir Giafar, après que Bedreddin Hassan se fut opiniâtré à soutenir que tout ce qu'il avait dit était véritable, il se leva pour entrer dans la ville, et tout le monde le suivit en criant « C'est un fou! C'est un fou !» À ces cris, les uns mirent la tête aux fenêtres, les autres se présentèrent à leurs portes, et d'autres, se joignant à ceux qui environnaient Bedreddin, criaient comme eux « C'est un fou !» sans savoir de quoi il s'agissait. Dans l'embarras où était ce jeune homme, il arriva devant la maison d'un pâtissier qui ouvrait sa boutique, et il entra dedans pour se dérober aux huées du peuple qui le suivait. Ce pâtissier avait été autrefois chef d'une troupe d'Arabes vagabonds qui détroussaient les caravanes, et quoiqu'il fût venu s'établir à Damas, où il ne donnait aucun sujet de plainte contre lui, il ne laissait pas d'être craint de tous ceux qui le connaissaient. C'est pourquoi,
Dès le premier regard qu'il jeta sur la populace qui suivait Bedreddin, il la dissipa. Le pâtissier, voyant qu'il n'y avait plus personne, fit plusieurs questions au jeune homme. Il lui demanda qui il était et ce qui l'avait amené à Damas. Bedreddin Hassan ne lui cacha ni sa naissance, ni la mort du grand vizir, son père. Il lui conta ensuite de quelle manière il était sorti de Balsora et comment, après s'être endormi la nuit précédente sur le tombeau de son père, il s'était trouvé à son réveil au Caire, où il avait épousé une dame. Enfin, il lui marqua la surprise où il était de se voir à Damas, sans pouvoir comprendre toutes ces merveilles. « Votre histoire est des plus surprenantes, » lui dit le pâtissier. « Mais si vous voulez suivre mon conseil, vous ne ferez confidence à personne de toutes les choses que vous venez de me dire. Et vous attendrez patiemment que le ciel daigne finir les disgrâces dont il permet que vous soyez affligés. Vous n'avez qu'à demeurer avec moi jusqu'à ce temps-là, et comme je n'ai pas d'enfant, je suis prête à vous reconnaître pour mon fils, si vous y consentez. Après que je vous aurai adopté, vous irez librement par la ville, et vous ne serez plus exposés aux insultes de la populace. » Quoique cette adoption ne fît pas honneur au fils d'un grand vizir, Bedreddin ne laissa pas d'accepter la proposition du pâtissier, jugeant bien que c'était le meilleur parti qu'il devait prendre dans la situation où était sa fortune. Le pâtissier le fit habiller, prit des témoins et alla déclarer devant un cadi qu'il le reconnaissait pour son fils. Après quoi, Bedreddin demeura chez lui sous le simple nom de Hassan et apprit la pâtisserie. Pendant que cela se passait à Damas, la fille de Shemseddin Mohammed se réveilla et, ne trouvant pas Bedreddin auprès d'elle, crut qu'il s'était levé sans vouloir interrompre son sommeil et qu'il reviendrait bientôt. Elle attendait son retour, lorsque le vizir Shemseddin Mohammed, son père, vivement touché de l'affront qu'il croyait avoir reçu du sultan d'Égypte, vint frapper à la porte de son appartement, résolu de pleurer avec elle sa triste destinée. Il l'appela par son nom, et elle n'eut pas plutôt entendu sa voix qu'elle se leva pour lui aller ouvrir la porte. Elle lui baisa la main, et le reçut d'un air si satisfait que le vizir, qui s'attendait à la trouver baignée de pleurs et aussi affligée que lui, en fut extrêmement surpris. « Malheureuse !» lui dit-il en colère. « Est-ce ainsi que tu parais devant moi ? Après l'affreux sacrifice que tu viens de consommer, peux-tu m'offrir un visage si content ?» Scheherazade cessa de parler en cet endroit, parce que le jour parut. La nuit suivante, elle reprit son discours et dit au sultan des Indes. 106e nuit. Sire, le grand vizir Giafar, continuant de raconter l'histoire de Bedreddin Hassan. Quand la nouvelle mariée, poursuivit-il, vit que son père lui reprochait la joie qu'elle faisait paraître, elle lui dit « Seigneur, ne me faites point de grâce un reproche si injuste. Ce n'est pas le bossu que je déteste plus que la mort, ce n'est pas ce monstre que j'ai épousé. Tout le monde lui a fait tant de confusion qu'il a été contraint de s'aller cacher et de faire place à un jeune homme charmant qui est mon véritable mari. »« Quelle fable me contez-vous » interrompit brusquement Shemseddin Mohammed. « Quoi ? Le bossu n'a pas couché cette nuit avec vous ?»« Non, Seigneur, » répondit-elle. « Je n'ai point couché avec d'autres personnes qu'avec le jeune homme dont je vous parle, qui a de grands yeux et de grands sourcils noirs. » À ces paroles, le vizir perdit patience et se mit dans une furieuse colère contre sa fille. « Ah, méchante, lui dit-il, voulez-vous me faire perdre l'esprit par le discours que vous me tenez ? » « C'est vous, mon père, repartit-elle, qui me faites perdre l'esprit à moi-même par votre incrédulité. »« Il n'est donc pas vrai, répliqua le vizir, que le bossu... »« Hé, laissons là le bossu, interrompit-elle avec précipitation. Maudit soit le bossu! Entendrai-je toujours parler du bossu? Je vous le répète encore, mon père, ajouta-t-elle. Je n'ai point passé la nuit avec lui, mais avec le cher époux que je vous dis, et qui ne doit pas être loin d'ici. Shemseddin Mohammed sortit pour l'aller chercher. Mais au lieu de le trouver, il fut dans une surprise extrême de rencontrer le bossu, qui avait la tête en bas, les pieds en haut, dans la même situation où l'avait mis le génie. « Que veut dire cela ?» lui dit-il. « Qui vous a mis en cet état ?» Le bossu, reconnaissant le vizir, lui répondit. «
Ah ah, c'est donc vous qui vouliez me donner en mariage la maîtresse d'un buffle, l'amoureuse d'un vilain génie. Je ne serai pas votre dupe, et vous ne m'y attraperez pas. Scheherazade en était là, lorsqu'elle aperçut la première lueur du jour. Quoiqu'il n'eût pas longtemps qu'elle parlât, elle n'en dit pas davantage cette nuit. Le lendemain, elle reprit ainsi la suite de sa narration, et dit au sultan des Indes. 107e nuit. Sire, le grand vizir Giafar, poursuivant son histoire. Shemseddin Mohammed, continua-t-il, crut que le bossu extravaguait quand il l'entendit parler de cette sorte. Et il lui dit « Ôtez-vous de là, mettez-vous sur vos pieds. » « Je m'en garderai bien, repartit le bossu, à moins que le soleil ne soit levé. Sachez qu'étant venu ici hier au soir, il parut tout à coup devant moi un chat noir, qui devint insensiblement gros comme un buffle. Je n'ai pas oublié ce qu'il me dit. C'est pourquoi, allez à vos affaires et me laissez ici. » Le vizir, au lieu de se retirer, prit le bossu par les pieds et l'obligea à se relever. Cela étant fait, le bossu sortit en courant de toute sa force, sans regarder derrière lui. Il se rendit au palais, se fit présenter au sultan d'Égypte et le divertit fort en lui racontant le traitement que lui avait fait le génie. Shemseddin Mohammed retourna dans la chambre de sa fille, plus étonné et plus incertain qu'auparavant de ce qu'il voulait savoir. « Eh bien, fille abusée, lui dit-il, ne pouvez-vous m'éclairer davantage sur une aventure qui me rend interdit et confus ?»« Seigneur, répondit-elle, je ne puis vous apprendre autre chose que ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire. Mais voici, ajouta-t-elle, l'habillement de mon époux, qu'il a laissé sur cette chaise. Il vous donnera peut-être l'éclaircissement que vous cherchez. » En disant ces paroles, elle présenta le turban de Bedreddin au vizir, qui le prit, et qui, après l'avoir examiné de tous côtés, « Je le prendrai, dit-il, pour un turban de vizir, s'il n'était à la mode de Moussoul. » Puis, s'apercevant qu'il y avait quelque chose de cousu entre l'étoffe et la doublure, il demanda des ciseaux. Ayant décousu, il trouva un papier plié. C'était le cahier que Noureddin Ali avait donné en mourant à Bedreddin, son fils, qu'il avait caché en cet endroit pour le mieux conserver. Shemseddin Mohammed, ayant ouvert le cahier, reconnut le caractère de son frère Noureddin Ali et lut ce titre. « Pour mon fils, Bedreddin Hassan. » Avant qu'il pût faire ses réflexions, sa fille lui mit entre les mains la bourse qu'elle avait trouvée sous l'habit. Il l'ouvrit aussi, et elle était remplie de sequins, comme je l'ai déjà dit. Car malgré les largesses que Bedreddin Hassan avait faites, elle était toujours demeurée pleine par les soins du génie et de la fée. Il lut ces mots sur l'étiquette de la bourse. 1000 sequins appartenant au juif Isaac. Et ceci, au-dessus, que le juif avait écrit avant que de se séparer de Bedreddin Hassan. Livré à Bedreddin Hassan pour le chargement qu'il m'a vendu du premier des vaisseaux qui ont ci-devant appartenu à Noureddin Ali, son père, d'heureuse mémoire, lorsqu'il aura abordé dans ce port. Il n'eut pas achevé cette lecture qu'il fit un cri et s'évanouit. Scheherazade voulait continuer, mais le jour parut, et le sultan des Indes se leva, résolu d'entendre la suite de cette histoire. 108e nuit. Le lendemain, Scheherazade, ayant repris la parole, dit à Schahriar en continuant à faire parler le vizir Giafar. « Sire, Shemseddin Mohammed étant revenu de son évanouissement par le secours de sa fille et des femmes qu'elle avait appelées. « Ma fille, dit-il, ne vous étonnez pas de l'accident qui vient de m'arriver. La cause en est telle qu'à peine y pourrez-vous ajouter foi. Cet époux qui a passé la nuit avec vous est votre cousin, le fils de Noureddin Ali. Les 1000 sequins qui sont dans cette bourse me font souvenir de la querelle que j'eus avec ce cher frère. C'est sans doute le présent de noces qu'il vous fait. Dieu soit loué de toutes choses et particulièrement de cette aventure merveilleuse qui montre si bien sa puissance. » Il regarda ensuite l'écriture de son frère et la baisa plusieurs fois, en versant une grande abondance de larmes. « Que ne puis-je, disait-il, aussi bien que je vois ces traits qui me causent tant de joie, voir ici Noureddin lui-même et me réconcilier avec lui. » Il lut le cahier d'un bout à l'autre. Il y trouva les dates de l'arrivée de son frère à Balsora, de son mariage, de la naissance de Bedreddin Hassan,
Et lorsqu'après avoir confronté à ces dates celle de son mariage et de la naissance de sa fille au Caire, il eut admiré le rapport qu'il y avait entre elles, et fait enfin réflexion que son neveu était son gendre, il se livra tout entier à la joie. Il prit le cahier et l'étiquette de la bourse, les alla montrer au sultan qui lui pardonna le passé, et qui fut tellement charmé du récit de cette histoire qu'il la fit mettre par écrit, avec ses circonstances, pour la transmettre à la postérité. Cependant, le vizir Shamseddin Mohammed ne pouvait comprendre pourquoi son neveu avait disparu. Il espérait néanmoins le voir arriver à tout moment, et il l'attendait, avec la dernière impatience, pour l'embrasser. Après l'avoir inutilement attendu pendant 7 jours, il le fit chercher par tout le Caire. Mais il n'en apprit aucune nouvelle, quelque perquisition qu'il en put faire. Cela lui causa beaucoup d'inquiétude. « Voilà, disait-il, une aventure fort singulière. Jamais personne n'en a éprouvé une pareille. » Dans l'incertitude de ce qui pouvait arriver dans la suite, il crut devoir mettre lui-même par écrit l'état où était alors sa maison, de quelle manière les noces s'étaient passées, comment la salle et la chambre de sa fille étaient meublées. Il fit aussi un paquet du turban, de la bourse et du reste de l'habillement de Bedreddin et l'enferma sous la clé. La sultane Scheherazade fut obligée d'en arrêter là, parce qu'elle vit que le jour paraissait. Sur la fin de la nuit suivante, elle poursuivit cette histoire en ces termes. 109e nuit. Sire, le grand vizir Giafar, continuant de parler au calife. Au bout de quelques jours, dit-il, la fille du vizir Shamseddin Mohammed s'aperçut qu'elle était grosse, et en effet, elle accoucha d'un fils dans le terme de 9 mois. On donna une nourrice à l'enfant, avec d'autres femmes et des esclaves pour le servir, et son aïeul le nomma Agib. Lorsque le jeune Agib eut atteint l'âge des 7 ans, le vizir Shamseddin Mohammed, au lieu de lui faire apprendre à lire au logis, l'envoya à l'école chez un maître qui avait une grande réputation, et 2 esclaves avaient soin de le conduire et de le ramener tous les jours. Agib jouait avec ses camarades. Comme ils étaient tous d'une condition au-dessous de la sienne, ils avaient beaucoup de déférence pour lui, et en cela, il se réglait sur le maître d'école, qui lui passait bien des choses qu'il ne leur pardonnait pas à eux. La complaisance aveugle qu'on avait pour Agib le perdit. Il devint fier, insolent. Il voulait que ses compagnons souffrissent tout de lui, sans vouloir rien souffrir d'eux. Il dominait partout, et si quelqu'un avait la hardiesse de s'opposer à ses volontés, il lui disait 1000 injures et allait souvent jusqu'au cou. Enfin, il se rendit insupportable à tous les écoliers qui se plaignirent de lui au maître d'école. Il les exhorta d'abord à prendre patience, mais dès qu'il vit qu'il ne faisait qu'irriter par là l'insolence d'Agib et fatiguer lui-même des peines qu'il lui donnait. « Mes enfants, dit-il à ses écoliers, je vois bien qu'Agib est un petit insolent. Je veux vous enseigner un moyen de le mortifier de manière qu'il ne vous tourmentera plus. Je crois même qu'il ne reviendra plus à l'école. Demain, lorsqu'il sera venu et que vous voudrez jouer ensemble, rangez-vous autour de lui et que quelqu'un dise tout haut « Nous voulons jouer, mais c'est à condition que ceux qui joueront diront leur nom, celui de leur mère et de leur père. Nous regarderons comme des bâtards ceux qui refuseront de le faire et nous ne souffrirons pas qu'ils jouent avec nous. » Le maître d'école leur fit comprendre l'embarras où ils jetteraient Agib par ce moyen, et ils se retirèrent chez eux, pleins de joie. Le lendemain, dès qu'ils furent tous assemblés, ils ne manquèrent pas de faire ce que leur maître leur avait enseigné. Ils environnèrent Agib, et l'un d'eux, prenant la parole, « Jouons, dit-il, à un jeu, mais à condition que celui qui ne pourra pas dire son nom, le nom de sa mère et de son père, n'y jouera pas. » Ils répondirent tous, et Agib lui-même, qu'ils y consentaient. Alors, celui qui avait parlé les interrogea l'un après l'autre, et ils satisfirent tous à la condition, excepté Agib qui répondit « Je me nomme Agib, ma mère s'appelle Dame de Beauté, et mon père, Shamseddin Mohammed, vizir du sultan. » À ces mots, tous les enfants s'écrièrent « Agib, que dites-vous? Ce n'est point là le nom de votre père, c'est celui de votre grand-père. »« Que Dieu vous confonde !» répliqua-t-il en colère. « Quoi? Vous osez dire que le vizir Shamseddin Mohammed n'est pas mon père?
Les écoliers lui repartirent avec de grands éclats de rire. « Non, non, il n'est que votre aïeul, et vous ne jouerez pas avec nous. Nous nous garderons bien même de nous approcher de vous. » En disant cela, ils s'éloignèrent de lui en le raillant, et ils continuèrent de rire entre eux. Agib fut mortifié de leur raillerie, et se mit à pleurer. Le maître d'école, qui était aux écoutes et qui avait tout entendu, entra sur ces entrefaites, et s'adressant à Agib, « Agib, lui dit-il, ne savez-vous pas encore que le vizir Shemseddin Mohammed n'est pas votre père? Il est votre aïeul, le père de votre mère, dame de beauté. Nous ignorons, comme vous, le nom de votre père. Nous savons seulement que le sultan avait voulu marier votre mère avec un de ses palefreniers, qui était bossu, mais qu'un génie coucha avec elle. Cela est fâcheux pour vous, et doit vous apprendre à traiter vos camarades avec moins de fierté que vous n'avez fait jusqu'à présent. » Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu'il était jour, mit fin à son discours. Elle en reprit le fil la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 110e nuit. Sire, le petit Agib, piqué des plaisanteries de ses compagnons, sortit brusquement de l'école et retourna au logis en pleurant. Il alla d'abord à l'appartement de sa mère, dame de beauté, laquelle, alarmée de le voir si affligé, lui en demanda le sujet avec empressement. Il ne put répondre que par des paroles entrecoupées de sanglots, tant il était pressé de sa douleur. Et ce ne fut qu'à plusieurs reprises qu'il put raconter la cause mortifiante de son affliction. Quand il eut achevé, « Au nom de Dieu, ma mère, ajouta-t-il, dites-moi s'il vous plaît, qui est mon père ?»« Mon fils, répondit-elle, votre père est le vizir Shemseddin Mohammed, qui vous embrasse tous les jours. »« Vous ne me dites pas la vérité, reprit-il. Ce n'est pas mon père, c'est le vôtre. Mais moi, de quel père suis-je fils ?» À cette demande, dame de beauté, rappelant dans sa mémoire la nuit de ses noces, suivie d'un si long veuvage, commença à répandre des larmes en regrettant amèrement la perte d'un époux aussi aimable que Bedreddin. Dans le temps que dame de beauté pleurait d'un côté et Agib de l'autre, le vizir Shemseddin Mohammed entra et voulut savoir la cause de leur affliction. Dame de beauté la lui apprit et lui raconta la mortification qu'Agib avait reçue à l'école. Ce récit toucha vivement le vizir qui joignit ses pleurs à leurs larmes et qui, jugeant par là que tout le monde tenait des discours contre l'honneur de sa fille, en fut au désespoir. Frappé de cette cruelle pensée, il alla au palais du sultan et après s'être prosterné à ses pieds, il le supplia très humblement de lui accorder la permission de faire un voyage dans les provinces du Levant, et particulièrement à Balsora, pour aller chercher son neveu Bedreddin Hassan, disant qu'il ne pouvait s'offrir qu'on pensât dans la ville qu'un génie eût couché avec sa fille, dame de beauté. Le sultan entra dans les peines du vizir, approuva sa résolution et lui permit de l'exécuter. Il lui fit même expédier une patente par laquelle il priait, dans les termes les plus obligeants, les princes et les seigneurs des lieux où pourrait être Bedreddin de consentir que le vizir l'emmenât avec lui. Shemseddin Mohammed ne trouva pas de paroles assez fortes pour remercier dignement le sultan de la bonté qu'il avait pour lui. Il se contenta de se prosterner devant ce prince une seconde fois, mais les larmes qui coulaient de ses yeux marquèrent assez sa reconnaissance. Enfin, il prit congé du sultan après lui avoir souhaité toutes sortes de prospérités. Lorsqu'il fut de retour au logis, il ne songea qu'à disposer toutes choses pour son départ. Les préparatifs en furent faits avec tant de diligence qu'au bout de 4 jours, il partit, accompagné de sa fille dame de beauté et d'Agib, son petit-fils. Scheherazade, s'apercevant que le jour commençait à paraître, cessa de parler en cet endroit. Le sultan des Indes se leva fort satisfait du récit de la sultane et résolut d'entendre la suite de cette histoire. Scheherazade contenta sa curiosité la nuit suivante et reprit la parole en ces termes. 111e nuit. Sire, le grand vizir Giafar, adressant toujours la parole au calife Haroun al-Rachid. Shemseddin Mohammed, dit-il, prit la route de Damas avec sa fille, dame de beauté, et Agib, son petit-fils. Ils marchèrent 19 jours de suite sans s'arrêter en nul endroit. Mais le 20e, étant arrivés dans une fort belle prairie peu éloignée des portes de Damas, ils mirent pied à terre et firent dresser leur tente sur le bord d'une rivière qui passe
au travers de la ville et rend ses environs très agréables. Le vizir Shamseddin Mohammed déclara qu'il voulait séjourner 2 jours dans ce beau lieu et que le 3e, il continuerait son voyage. Cependant, il permit aux gens de sa suite d'aller à Damas. Ils profitèrent presque tous de cette permission, les uns poussés par la curiosité de voir une ville dont ils avaient entendu parler si avantageusement, les autres pour y vendre des marchandises d'Égypte qu'ils avaient apportées, ou pour y acheter des étoffes et des raretés du pays. Dame de beauté, souhaitant que son fils Agib eût aussi la satisfaction de se promener dans cette célèbre ville, ordonna à l'eunuque noir qui servait de gouverneur à cet enfant de l'y conduire et de bien prendre garde qu'il ne lui arrivât quelque accident. Agib, magnifiquement habillé, se mit en marche avec l'eunuque qui avait à la main une grosse canne. Ils ne furent pas plutôt entrés dans la ville qu'Agib, qui était beau comme le jour, attira sur lui les yeux de tout le monde. Les uns sortaient de leur maison pour le voir de plus près, les autres mettaient la tête aux fenêtres, et ceux qui passaient dans les rues ne se contentaient pas de s'arrêter pour le regarder. Ils l'accompagnaient pour avoir le plaisir de le considérer plus longtemps. Enfin, il n'y avait personne qui ne l'admirât, et qui ne donnât 1000 bénédictions au père et à la mère qui avaient mis au monde un si bel enfant. L'eunuque et lui arrivèrent par hasard devant la boutique où était Bedreddin Hassan, et là, ils se virent entourés d'une si grande foule de peuple qu'ils furent obligés de s'arrêter. Le pâtissier qui avait adopté Bedreddin Hassan était mort depuis quelques années. Il lui avait laissé, comme à son héritier, sa boutique avec tous ses autres biens. Bedreddin en était donc alors le maître, et il exerçait la profession de pâtissier si habilement qu'il était en grande réputation dans Damas. Voyant que tant de monde assemblé devant sa boutique regardait avec beaucoup d'attention Agib et l'eunuque noir, il se mit à les regarder aussi. Scheherazade, à ces mots, voyant paraître le jour, se tut. La sultane, sur la fin de la nuit suivante, reprit ainsi la parole. 112e nuit. Bedreddin Hassan, poursuivit le vizir Giafar, ayant jeté les yeux particulièrement sur Agib, se sentit aussitôt tout ému sans savoir pourquoi. Il n'était pas frappé, comme le peuple, de l'éclatante beauté de ce jeune garçon. Son trouble et son émotion avaient une autre cause qui lui était inconnue. C'était la force du sang qui agissait dans ce tendre père, lequel, interrompant ses occupations, s'approcha d'Agib et lui dit d'un air engageant « Petit seigneur, qui m'avait gagné l'âme, faites-moi la grâce d'entrer dans ma boutique et de manger quelque chose de ma façon, afin que, pendant ce temps-là, j'ai le plaisir de vous admirer à mon aise. » Il prononça ces paroles avec tant de tendresse que les larmes lui en vinrent aux yeux. Le petit Agib en fut touché, et se tournant vers l'eunuque, « Ce bonhomme, lui dit-il, a une physionomie qui me plaît, et il me parle d'une manière si affectueuse que je ne puis me défendre de faire ce qu'il souhaite. Entrons chez lui et mangeons de sa pâtisserie. »« Ah, vraiment ?» lui dit l'esclave. « Il ferait beau voir qu'un fils de vizir comme vous entra dans la boutique d'un pâtissier pour y manger. Ne croyez pas que je le souffre. » « Hélas, mon petit seigneur, s'écria alors Bedreddin Hassan, on est bien cruel de confier votre conduite à un homme qui vous traite avec tant de dureté. » Puis, s'adressant à l'eunuque, « Mon bon ami, ajouta-t-il, n'empêchez pas ce jeune seigneur de m'accorder la grâce que je lui demande. Ne me donnez pas cette mortification. Faites-moi plutôt l'honneur d'entrer avec lui chez moi, et par là, vous ferez connaître que si vous êtes brun au dehors comme la châtaigne, vous êtes blanc aussi au dedans comme elle. Savez-vous bien, poursuivit-il, que je sais le secret de vous rendre blanc de noir que vous êtes ?» L'eunuque se mit à rire à ce discours et demanda à Bedreddin ce que c'était que ce secret. « Je vais vous l'apprendre, » répondit-il. Aussitôt, il lui récita des vers à la louange des eunuques noirs, disant que c'était par leur ministère que l'honneur des sultans, des princes et de tous les grands était en sûreté. L'eunuque fut charmé de ces vers et, cessant de résister aux prières de Bedreddin, laissa entrer Agib dans sa boutique et y entra aussi lui-même. Bedreddin Hassan sentit une extrême joie d'avoir obtenu ce qu'il avait désiré avec tant d'ardeur, et se remettant au travail qu'il avait interrompu, « Je faisais, dit-il, des tartes à la crème. Il faut, s'il vous plaît, que vous en mangiez. Je suis persuadé que vous les trouverez excellentes, car ma mère, qui
car ma mère, qui les fait admirablement bien, m'a appris à les faire, et l'on vient en prendre chez moi de tous les endroits de cette ville. » En achevant ces mots, il tira du four une tarte à la crème, et après avoir mis dessus des grains de grenade et du sucre, il la servit devant Agib, qui la trouva délicieuse. L'eunuque, à qui Bedreddin en présenta aussi, emporta le même jugement. Pendant qu'ils mangeaient tous deux, Bedreddin Hassan examinait Agib avec une grande attention, et se représentant en le regardant qu'il avait peut-être un semblable fils de la charmante épouse dont il avait été si tôt et si cruellement séparé, cette pensée fit couler de ses yeux quelques larmes. Il se préparait à faire des questions au petit Agib sur le sujet de son voyage à Damas, mais cet enfant n'eut pas le temps de satisfaire sa curiosité, parce que l'eunuque, qui le pressait de s'en retourner sous les tentes de son aïeul, l'emmena dès qu'il eut mangé. Bedreddin Hassan ne se contenta pas de les suivre de l'œil. Il ferma sa boutique promptement et marcha sur leurs pas. Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu'il était jour, cessa de poursuivre cette histoire. Schahriar se leva, résolu de l'entendre tout entière et de laisser vivre la sultane jusqu'à ce temps-là. 113e nuit. Le lendemain, avant le jour, Dinarzade réveilla sa sœur, qui reprit ainsi son discours. Bedreddin Hassan, continua le vizir Giafar, courut donc après Agib et l'eunuque et les joignit avant qu'ils fussent arrivés à la porte de la ville. L'eunuque, s'étant aperçu qu'il les suivait, en fut extrêmement surpris. « Importun que vous êtes, lui dit-il en colère, que demandez-vous » ? « Mon bon ami, lui répondit Bedreddin, ne vous fâchez pas. J'ai hors de la ville une petite affaire dont je me suis souvenu et à laquelle il faut que j'aille donner ordre. » Cette réponse n'apaisa point l'eunuque, qui, se tournant vers Agib, lui dit « Voilà ce que vous m'avez attiré. Je l'avais bien prévu que je me repentirais de ma complaisance. Vous avez voulu entrer dans la boutique de cet homme, je ne suis pas sage de vous l'avoir permis. » « Peut-être, dit Agib, a-t-il effectivement affaire hors de la ville, et les chemins sont libres pour tout le monde. En disant cela, ils continuèrent de marcher l'un et l'autre, sans regarder derrière eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés près des tentes du vizir, ils se retournèrent pour voir si Bedreddin les suivait toujours. Alors Agib, remarquant qu'il était à 2 pas de lui, rougit et pâlit successivement, selon les divers mouvements qui l'agitaient. Il craignait que le vizir, son aïeul, ne vînt à savoir qu'il était entré dans la boutique d'un pâtissier et qu'il y avait mangé. Dans cette crainte, ramassant une assez grosse pierre qui se trouva à ses pieds, il la lui jeta, le frappa au milieu du front et lui couvrit le visage de sang. Après quoi, se mettant à courir de toute sa force, il se sauva sous les tentes avec l'eunuque, qui dit à Bedreddin Hassan qu'il ne devait pas se plaindre de ce malheur, qu'il l'avait mérité et qu'il s'était attiré lui-même. Bedreddin reprit le chemin de la ville en étanchant le sang de sa plaie avec son tablier qu'il n'avait pas ôté. « J'ai tort, disait-il en lui-même, d'avoir abandonné ma maison pour faire tant de peine à cet enfant, car il ne m'a traité de cette manière que parce qu'il a cru sans doute que je méditais quelque dessein funeste contre lui. » Étant arrivé chez lui, il se fit penser et se consola de cet accident en faisant réflexion qu'il y avait sur la terre une infinité de gens encore plus malheureux que lui. Le jour qui paraissait imposa silence à la sultane des Indes. 114e nuit. Sur la fin de la nuit suivante, Scheherazade, adressant la parole au sultan des Indes. « Sire, dit-elle, le grand vizir Giafar poursuivit ainsi l'histoire de Bedreddin Hassan. Bedreddin, dit-il, continua d'exercer sa profession de pâtissier à Damas, et son oncle Shemseddin Mohammed en partit 3 jours après son arrivée. Il prit la route d'Emez, d'où il se rendit à Hamash, et de là à Alep, où il s'arrêta 2 jours. D'Alep, il alla passer l'Euphrate, entra dans la Mésopotamie, et après avoir traversé Mardin, Moussoul, Sanjira, Diyarbekir et plusieurs autres villes, arriva enfin à Balsora, où d'abord il fit demander audience au sultan, qui ne fut pas plutôt informé du rang de Shemseddin Mohammed qu'il la lui donna. Il le reçut même très favorablement et lui demanda le sujet de son voyage à Balsora. « Sire, répondit le vizir Shemseddin Mohammed,
Je suis venu pour apprendre des nouvelles du fils de Nour-Din Ali, mon frère, qui a eu l'honneur de servir votre majesté. » « Il y a longtemps que Nour-Din Ali est mort, » reprit le sultan. « À l'égard de son fils, tout ce qu'on vous en pourra dire, c'est qu'environ 2 mois après la mort de son père, il disparut tout à coup, et que personne ne l'a vu depuis ce temps-là. Quelques soins que j'ai pris de le faire chercher. Mais sa mère, qui est fille d'un de mes vizirs, vit encore. » Shemseddin Mohammed lui demanda la permission de la voir et de l'emmener en Égypte. Le sultan y ayant consenti, il ne voulut pas différer au lendemain à se donner cette satisfaction. Il se fit enseigner où demeurait cette dame et se rendit chez elle à l'heure même, accompagné de sa fille et de son petit-fils. La veuve de Nour-Din Ali demeurait toujours dans l'hôtel où avait demeuré son mari jusqu'à sa mort. C'était une très belle maison, superbement bâtie et ornée de colonnes de marbre. Mais Shemseddin Mohammed ne s'arrêta pas à l'admirer. En arrivant, il baisa la porte et un marbre sur lequel était écrit en lettres d'or le nom de son frère. Il demanda à parler à sa belle-sœur. Les domestiques lui dirent qu'elle était dans un petit édifice en forme de dôme qu'ils lui montrèrent au milieu d'une cour très spacieuse. En effet, cette tendre mère avait coutume d'aller passer la meilleure partie du jour et de la nuit dans cet édifice qu'elle avait fait bâtir pour représenter le tombeau de Bedreddin Hassan, qu'elle croyait mort, après l'avoir si longtemps attendu en vain. Elle y était alors occupée à pleurer ce cher fils, et Shemseddin Mohammed la trouva ensevelie dans une affliction mortelle. Il lui fit son compliment, et après l'avoir supplié de suspendre ses larmes et ses gémissements, il lui apprit qu'il avait l'honneur d'être son beau-frère, et lui dit la raison qui l'avait obligé de partir du Caire et de venir à Balsora. En achevant ces mots, Scheherazade, voyant paraître le jour, cessa de poursuivre son récit. Mais elle en reprit le fil de cette sorte sur la fin de la nuit suivante. 115e nuit. Shemseddin Mohammed, continua le vizir Jafar, après avoir instruit sa belle-sœur de tout ce qui s'était passé au Caire la nuit des noces de sa fille, après lui avoir conté la surprise que lui avait causée la découverte du cahier cousu dans le turban de Bedreddin, lui présenta Agib et Dame de Beauté. Quand la veuve de Nour-Din Ali, qui était demeurée assise comme une femme qui ne prenait plus de part aux choses du monde, eut compris, par le discours qu'elle venait d'entendre, que le cher fils qu'elle regrettait tant pouvait vivre encore, elle se leva, embrassa très étroitement Dame de Beauté et son petit-fils Agib. Et reconnaissant dans ce dernier les traits de Bedreddin, elle versa des larmes d'une nature bien différente de celle qu'elle répandait depuis si longtemps. Elle ne pouvait se lasser de baiser ce jeune homme, qui de son côté recevait ses embrassements avec toutes les démonstrations de joie dont il était capable. « Madame, dit Shemseddin Mohammed, il est temps de finir vos regrets et d'essuyer vos larmes. Il faut vous disposer à venir en Égypte avec nous. Le sultan de Balsora me permet de vous emmener, et je ne doute pas que vous n'y consentiez. J'espère que nous rencontrerons enfin votre fils, mon neveu. Et si cela arrive, son histoire, la vôtre, celle de ma fille et la mienne, mériteront d'être écrites pour être transmises à la postérité. » La veuve de Nour-Din Ali écouta cette proposition avec plaisir et fit travailler dès ce moment aux préparatifs de son départ. Pendant ce temps-là, Shemseddin Mohammed demanda une seconde audience et ayant pris congé du sultan, qui le renvoya comblé d'honneur, avec un présent considérable pour le sultan d'Égypte, il partit de Balsora et reprit le chemin de Damas. Lorsqu'il fut près de cette ville, il fit dresser ses tentes hors de la porte par laquelle il devait entrer, et dit qu'il y séjournerait 3 jours pour faire reposer son équipage et pour acheter ce qu'il trouverait de plus curieux et de plus digne d'être présenté au sultan d'Égypte. Pendant qu'il était occupé à choisir lui-même les plus belles étoffes que les principaux marchands avaient apportées sous ses tentes, Agib pria l'eunuque noir, son conducteur, de le mener promener dans la ville, disant qu'il souhaitait voir des choses qu'il n'avait pas eu le temps de voir en passant, et qu'il serait bien aise aussi d'apprendre des nouvelles du pâtissier à qui il avait donné un coup de pierre. L'eunuque y consentit, marcha vers la ville avec lui, après en avoir obtenu la permission de sa mère, Dame de Beauté. Ils entrèrent dans Damas par la porte du palais, qui était la plus proche des tentes du vizir Shemseddin Mohammed. Ils parcoururent les grandes places, les lieux publics et couverts,
où se vendaient les marchandises les plus riches, et virent l'ancienne mosquée des Omniades. Dans le temps qu'on y assemblait pour faire la prière d'entre le midi et le coucher du soleil. Ils passèrent ensuite devant la boutique de Bedreddin Hassan, qu'ils trouvèrent encore occupé à faire des tartes à la crème. « Je vous salue, lui dit Agib. « Regardez-moi, vous souvenez-vous de m'avoir vu ?» À ces mots, Bedreddin jeta les yeux sur lui, et le reconnaissant, ô surprenant effet de l'amour paternel, il sentit la même émotion que la première fois. Il se troubla, et au lieu de lui répondre, il demeura longtemps sans pouvoir proférer une seule parole. Néanmoins, ayant rappelé ses esprits, « Mon petit seigneur, dit-il, faites-moi la grâce d'entrer encore une fois chez moi avec votre gouverneur. Venez goûter d'une tarte à la crème. Je vous supplie de me pardonner la peine que je vous fis en vous suivant hors de la ville. Je ne me possédais pas. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous m'entraîniez après vous sans que je puisse résister à une si douce violence. » Scheherazade cessa de parler en cet endroit, parce qu'elle vit paraître le jour. Le lendemain, elle reprit de cette manière la suite de son discours. 116e nuit. Commandeur des croyants, poursuivit le vizir Giafar. Agib, étonné d'entendre ce que lui disait Bedreddin, répondit. Il y a de l'excès dans l'amitié que vous me témoignez, et je ne veux point entrer chez vous, que vous ne vous soyez engagé par serment à ne pas me suivre quand j'en serai sorti. Si vous me le promettez et que vous soyez homme de parole, je vous reviendrai voir encore demain, pendant que le vizir, mon aïeul, achètera de quoi faire présent au sultan d'Égypte. « Mon petit seigneur, reprit Bedreddin Hassan, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. » À ces mots, Agib et l'eunuque entrèrent dans la boutique. Bedreddin leur servit aussitôt une tarte à la crème, qui n'était pas moins délicate que celle qu'il leur avait présentée la première fois. « Venez, lui dit Agib, asseyez-vous auprès de moi et mangez avec nous. » Bedreddin, s'étant assis, voulut embrasser Agib pour lui marquer la joie qu'il avait de se voir à ses côtés. Mais Agib le repoussa en lui disant « Tenez-vous en repos, votre amitié est trop vive, contentez-vous de me regarder et de m'entretenir. » Bedreddin obéit et se mit à chanter une chanson dont il composa sur-le-champ les paroles, à la louange d'Agib. Il ne mangea point, et ne fit autre chose que servir ses hôtes. Lorsqu'ils eurent achevé de manger, il leur présenta à laver et une serviette très blanche pour s'essuyer les mains. Il prit ensuite un vase de sorbet et leur en prépara plein une grande porcelaine où il mit de la neige fort propre. Puis, présentant la porcelaine au petit Agib, « Prenez, lui dit-il, c'est un sorbet de rose, le plus délicieux qu'on puisse trouver dans toute cette ville. Jamais vous n'en avez goûté de meilleur. » Agib, en ayant bu avec plaisir, Bedreddin Hassan reprit la porcelaine et la présenta aussi à l'eunuque, qui but à longs traits toute la liqueur jusqu'à la dernière goutte. Enfin, Agib et son gouverneur, rassasiés, remercièrent le pâtissier de la bonne chère qu'il leur avait faite et se retirèrent en diligence, parce qu'il était déjà un peu tard. Ils arrivèrent sous les tentes de Shemseddin Mohammed et allèrent d'abord à celle des dames. La grand-mère d'Agib fut ravie de le revoir, et comme elle avait toujours son fils Bedreddin dans l'esprit, elle ne put retenir ses larmes en embrassant Agib. « Ah, mon fils, lui dit-elle, ma joie serait parfaite si j'avais le plaisir d'embrasser votre père, Bedreddin Hassan, comme je vous embrasse. » Elle se mettait alors à table pour souper. Elle le fit asseoir auprès d'elle, lui fit plusieurs questions sur sa promenade, et en lui disant qu'il ne devait pas manquer d'appétit, elle lui servit un morceau de tarte à la crème, qu'elle avait elle-même faite et qui était excellente, car on a déjà dit qu'elle les savait mieux faire que les meilleurs pâtissiers. Elle en présenta aussi à l'eunuque, mais ils en avaient tellement mangé l'un et l'autre chez Bedreddin qu'ils n'en pouvaient pas seulement goûter. Le jour, qui paraissait, empêcha Scheherazade d'en dire davantage cette nuit, mais sur la fin de la nuit suivante, elle continua son récit dans ces termes. 117e nuit. Agib eut à peine touché au morceau de tarte à la crème qu'on lui avait servi, que, feignant de ne pas le trouver à son goût, il le laissa tout entier, et Chaban, c'est le nom de l'eunuque, fit la même chose. La veuve de Nourdin Ali s'aperçut du peu de cas que son petit-fils faisait de sa tarte. « Et quoi, mon fils ?» lui dit-elle. « Est-il possible que vous méprisiez ainsi l'ouvrage de mes propres mains ?»
Apprenez que personne au monde n'est capable de faire de si bonnes tartes à la crème, excepté votre père Bedreddin Hassan, à qui j'ai enseigné le grand art d'en faire de pareilles. »« Ah, ma bonne grand-mère, s'écria Agib, permettez-moi de vous dire que, si vous n'en savez pas faire de meilleur, il y a un pâtissier dans cette ville qui vous surpasse dans ce grand art. Nous venons d'en manger chez lui, une qui vaut beaucoup mieux que celle-ci. » À ces paroles, la grand-mère, regardant l'eunuque de travers, « Comment ? Chaban ?» lui dit-elle avec colère. « Vous a-t-on commis la garde de mon petit-fils pour le mener manger chez des pâtissiers comme un gueux ?»« Madame, répondit l'eunuque, il est bien vrai que nous nous sommes entretenus quelque temps avec un pâtissier, mais nous n'avons pas mangé chez lui. »« Pardonnez-moi, interrompit Agib, nous sommes entrés dans sa boutique et nous y avons mangé d'une tarte à la crème. » La dame, plus irritée qu'auparavant contre l'eunuque, se leva de table assez brusquement, courut à la tente de Shemseddin Mohammed, qui l'informa du délit de l'eunuque, dans des termes plus propres à animer le vizir contre le délinquant qu'à lui faire excuser sa faute. Shemseddin Mohammed, qui était naturellement emporté, ne perdit pas une si belle occasion de se mettre en colère. Il se rendit à l'instant sous la tente de sa belle-sœur et dit à l'eunuque : « Quoi, malheureux ? Tu as la hardiesse d'abuser de la confiance que j'ai en toi ?» Chaban, quoique suffisamment convaincu par le témoignage d'Agib, prit le parti de nier encore le fait. Mais l'enfant, soutenant toujours le contraire, « Mon grand-père, dit-il à Shemseddin Mohammed, je vous assure que nous avons si bien mangé l'un et l'autre que nous n'avons pas besoin de souper. Le pâtissier nous a même régalé d'une grande porcelaine de sorbet. »« Eh bien, méchant esclave !» s'écria le vizir en se tournant vers l'eunuque. « Après cela, ne veux-tu pas convenir que vous êtes entrés tous deux chez un pâtissier et que vous y avez mangé ?» Chaban eut encore l'effronterie de jurer que cela n'était pas vrai. « Tu es un menteur, lui dit alors le vizir. Je crois plutôt mon petit-fils que toi. Néanmoins, si tu peux manger toute cette tarte à la crème qui est sur la table, je serai persuadé que tu dis la vérité. » Chaban, quoi qu'il en eût jusqu'à la gorge, se soumit à cette épreuve et prit un morceau de la tarte à la crème. Mais il fut obligé de le retirer de sa bouche car le cœur lui souleva. Il ne laissa pas pourtant de mentir encore en disant qu'il avait tant mangé le jour précédent que l'appétit ne lui était pas encore revenu. Le vizir, irrité de tous les mensonges de l'eunuque et convaincu qu'il était coupable, le fit coucher par terre et commanda qu'on lui donnât la bastonnade. Le malheureux poussa de grands cris en souffrant ce châtiment et confessa la vérité. « Il est vrai, s'écria-t-il, que nous avons mangé une tarte à la crème chez un pâtissier, et elle était 100 fois meilleure que celle qui est sur cette table. » La veuve de Nourdin Ali crut que c'était par dépit contre elle et pour la mortifier que Chaban louait la tarte du pâtissier. C'est pourquoi, s'adressant à lui, « Je ne puis croire, dit-elle, que les tartes à la crème de ce pâtissier soient plus excellentes que les miennes. Je veux m'en éclaircir. Tu sais où il demeure ? Va chez lui et apporte-moi une tarte à la crème tout à l'heure. » En parlant ainsi, elle fit donner de l'argent à l'eunuque pour acheter la tarte, et il partit. Étant arrivé à la boutique de Bedreddin, « Bon pâtissier, lui dit-il, tenez, voilà de l'argent. Donnez-moi une tarte à la crème, une de nos dames souhaite d'en goûter. » Il y en avait alors de toute eau chaude. Bedreddin choisit la meilleure et la donnant à l'eunuque. « Prenez celle-ci, dit-il. Je vous la garantis excellente, et je puis vous assurer que personne au monde n'est capable d'en faire de semblable, si ce n'est ma mère, qui vit peut-être encore. » Chaban revint en diligence sous les tentes avec sa tarte à la crème. Il la présenta à la veuve de Nourdin Ali, qui la prit avec empressement. Elle en rompit un morceau pour le manger, mais elle ne l'eut pas plutôt porté à sa bouche qu'elle fit un grand cri et qu'elle tomba évanouie. Shemseddin Mohammed, qui était présent, fut extrêmement étonné de cet accident. Il jeta de l'eau lui-même au visage de sa belle-sœur et s'empressa fort de la secourir. Dès qu'elle fut revenue de sa faiblesse, « Oh Dieu !» s'écria-t-elle, « il faut que ce soit mon fils, mon cher fils Bedreddin, qui ait fait cette tarte. » La clarté du jour, en cet endroit, vint imposer silence à Scheherazade. Le sultan des Indes se leva pour faire sa prière et allait tenir son conseil. Et la nuit suivante, la sultane poursuivit ainsi l'histoire de Bedreddin Hassan. 118e nuit. Quand le vizir Shemseddin Mohammed
eut entendu dire à sa belle-sœur qu'il fallait que ce fût Bedreddin Hassan qui eût fait la tarte à la crème que l'eunuque venait d'apporter, il sentit une joie inconcevable. Mais venant à faire réflexion que cette joie était sans fondement, et que, selon toutes les apparences, la conjecture de la veuve de Noureddin devait être fausse, il lui dit « Mais madame, pourquoi avez-vous cette opinion ? Ne se peut-il pas trouver un pâtissier au monde qui sache aussi bien faire des tartes à la crème que votre fils ?»« Je conviens, répondit-elle, qu'il y a peut-être des pâtissiers capables d'en faire d'aussi bonnes, mais comme je l'ai fait d'une manière toute singulière, et que nul autre que mon fils n'a ce secret, il faut absolument que ce soit lui qui ait fait celle-ci. Réjouissons-nous, mon frère, ajouta-t-elle avec transport. Nous avons enfin trouvé ce que nous cherchons et désirons depuis si longtemps. Madame, répliqua le vizir, modérez, je vous prie, votre impatience. Nous saurons bientôt ce que nous en devons penser. Il n'y a qu'à faire venir ici le pâtissier. Si c'est Bedreddin Hassan, vous le reconnaîtrez bien, ma fille et vous. Mais il faut que vous vous cachiez toutes deux, et que vous le voyiez sans qu'il vous voie, car je ne veux pas que notre reconnaissance se fasse à Damas. J'ai dessein de la prolonger jusqu'à ce que nous soyons de retour au Caire, où je me propose de vous donner un divertissement très agréable. » En achevant ces paroles, il laissa les dames sous leur tente et se rendit sous la sienne. Là, il fit venir 50 de ses gens et leur dit « Prenez chacun un bâton et suivez Chaban, qui va vous conduire chez un pâtissier de cette ville. Lorsque vous y serez arrivés, rompez, brisez tout ce que vous trouverez dans sa boutique. S'il vous demande pourquoi vous faites ce désordre, demandez-lui seulement si ce n'est pas lui qui a fait la tarte à la crème qu'on a été prendre chez lui. S'il vous répond que oui, saisissez-vous de sa personne, liez-le bien et me l'amenez. Mais gardez-vous de le frapper, ni de lui faire le moindre mal. Allez, et ne perdez pas de temps. » Le vizir fut promptement obéi. Ses gens, armés de bâtons et conduits par l'eunuque noir, se rendirent en diligence chez Bedreddin Hassan, où ils mirent en pièces les plats, les chaudrons, les casseroles, les tables et tous les autres meubles et ustensiles qu'ils trouvèrent, et inondèrent sa boutique de sorbets, de crèmes et de confitures. À ce spectacle, Bedreddin Hassan, fort étonné, leur dit d'un ton de voix pitoyable « Hé, bonnes gens, pourquoi me traitez-vous de la sorte? De quoi s'agit-il? Qu'ai-je fait ?»« N'est-ce pas vous, dirent-ils, qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendue à l'eunuque que vous voyez ?»« Oui, c'est moi-même, répondit-il. Qu'y trouve-t-on à dire? Je défie qui que ce soit d'en faire une meilleure. » Au lieu de lui repartir, ils continuèrent de briser tout, et le four même ne fut pas épargné. Cependant, les voisins étaient accourus au bruit, et fort surpris de voir 50 hommes armés commettre un pareil désordre, demandaient le sujet d'une si grande violence. Et Bedreddin, encore une fois, dit à ceux qui la lui faisaient « Apprenez-moi de grâce quel crime je puis avoir commis pour rompre et briser ainsi tout ce qu'il y a chez moi. »« N'est-ce pas vous, répondirent-ils, qui avez fait la tarte à la crème que vous avez vendue à cette eunuque ? »« Oui, oui, c'est moi, repartit-il. Je soutiens qu'elle est bonne et je ne mérite pas le traitement injuste que vous me faites. » Ils se saisirent de sa personne sans l'écouter, et après lui avoir arraché la toile de son turban, ils s'en servirent pour lui lier les mains derrière le dos. Puis le tirant par force de sa boutique, ils commencèrent à l'emmener. La populace qui s'était assemblée là, touchée de compassion pour Bedreddin, prit son parti et voulut s'opposer au dessein des gens de Shemseddin Mohammed. Mais il survint en ce moment des officiers du gouverneur de la ville, qui écartèrent le peuple et favorisèrent l'enlèvement de Bedreddin, parce que Shemseddin Mohammed était allé chez le gouverneur de Damas pour l'informer de l'ordre qu'il avait donné et pour lui demander main forte. Et ce gouverneur, qui commandait sur toute la Syrie, au nom du sultan d'Égypte, n'avait eu garde de rien refuser au vizir de son maître. On entraînait donc Bedreddin, malgré ses cris et ses larmes. Scheherazade n'en put dire davantage, à cause du jour qu'elle vit paraître, mais le lendemain, elle reprit sa narration et dit au sultan des Indes. 119e nuit. Sire, le vizir Ja'far continuant de parler au calife. Bedreddin Hassan, dit-il, avait beau demander en chemin aux personnes qui l'emmenaient ce que l'on avait trouvé dans sa tarte à la crème, on ne lui répondait rien.
Enfin, il arriva sous les tentes, où on le fit attendre jusqu'à ce que Shemseddin Mohammed fût revenu de chez le gouverneur de Damas. Le vizir, étant de retour, demanda des nouvelles du pâtissier. On le lui amena. « Seigneur, lui dit Bedreddin les larmes aux yeux, faites-moi la grâce de me dire en quoi je vous ai offensé. »« Ah, malheureux, répondit le vizir, n'est-ce pas toi qui as fait la tarte à la crème que tu m'as envoyée ?»« J'avoue que c'est moi, repartit Bedreddin. Quel crime ai-je commis en cela ?»« Je te châtierai comme tu le mérites, répliqua Shemseddin Mohammed, et il t'en coûtera la vie pour avoir fait une si méchante tarte. »« Eh, bon Dieu, s'écria Bedreddin, qu'est-ce que j'entends? Est-ce un crime digne de mort d'avoir fait une méchante tarte à la crème ?»« Oui, dit le vizir, et tu ne dois pas attendre de moi un autre traitement. » Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi tous deux, les dames qui s'étaient cachées observaient avec attention Bedreddin, qu'elles n'eurent pas de peine à reconnaître, malgré le temps écoulé depuis qu'elles ne l'avaient vu. La joie qu'elles en eurent fut telle qu'elles en tombèrent évanouies. Quand elles furent revenues de leur évanouissement, elles voulaient s'aller jeter au cou de Bedreddin, mais la parole qu'elles avaient donnée au vizir de ne se point montrer l'emporta sur les plus tendres mouvements de l'amour et de la nature. Comme Shemseddin Mohammed avait résolu de partir cette même nuit, il fit plier les tentes et préparer les voitures pour se mettre en marche. Et à l'égard de Bedreddin, il ordonna qu'on le mît dans une caisse bien fermée et qu'on le chargeât sur un chameau. Dès que tout fut prêt pour le départ, le vizir et les gens de sa suite se mirent en chemin. Ils marchèrent le reste de la nuit et le jour suivant sans se reposer. Ils ne s'arrêtèrent qu'à l'entrée de la nuit. Alors on tira Bedreddin Hassan de sa caisse pour lui faire prendre de la nourriture. Mais on eut soin de le tenir éloigné de sa mère et de sa femme. Et pendant 20 jours que dura le voyage, on le traita de la même manière. En arrivant au Caire, on campa aux environs de la ville par ordre du vizir Shemseddin Mohammed, qui se fit amener Bedreddin, devant lequel il dit à un charpentier qu'il avait fait venir: « Va chercher du bois et dresse promptement un poteau. »« Eh, Seigneur, dit Bedreddin, que prétendez-vous faire de ce poteau ?»« T'y attacher, repartit le vizir, et te faire ensuite promener par tous les quartiers de la ville, afin qu'on voie en ta personne un indigne pâtissier qui fait des tartes à la crème sans y mettre de poivre. » À ces mots, Bedreddin Hassan s'écria d'une manière si plaisante que Shemseddin Mohammed eut bien de la peine à garder son sérieux. « Grand Dieu, c'est donc pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème qu'on veut me faire souffrir une mort aussi cruelle qu'ignominieuse. » En achevant ces mots, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, se tut, et Schahriar se leva en riant de tout son cœur de la frayeur de Bedreddin, et fort curieux d'entendre la suite de cette histoire, que la sultane reprit de cette sorte le lendemain avant le jour. 120e nuit. Sire, le calife Haroun al-Rachid, malgré sa gravité, ne put s'empêcher de rire quand le vizir Giafar lui dit que Shemseddin Mohammed menaçait de faire mourir Bedreddin pour n'avoir pas mis de poivre dans la tarte à la crème qu'il avait vendue à Chaban. « Et quoi ?» disait Bedreddin. « Faut-il qu'on ait tout rompu et brisé dans ma maison, qu'on m'ait emprisonné dans une caisse et qu'enfin on s'apprête à m'attacher à un poteau, et tout cela parce que je ne mets pas de poivre dans une tarte à la crème ? Eh, grand Dieu, qui a jamais ouï parler d'une pareille chose? Sont cela des actions de musulmans, de personnes qui font profession de probité, de justice, et qui pratiquent toutes sortes de bonnes œuvres ?» En disant cela, il fondait en larmes, puis recommençant ses plaintes, « Non, reprenait-il, jamais personne n'a été traité si injustement ni si rigoureusement. Est-il possible qu'on soit capable d'ôter la vie à un homme pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème ? Que maudites soient toutes les tartes à la crème, aussi bien que l'heure où je suis né, plût à Dieu que je fusse mort en ce moment. » Le désolé Bedreddin ne cessa de se lamenter, et lorsqu'on apporta le poteau et les clous pour l'y clouer, il poussa de grands cris à ce spectacle terrible. « Oh ciel, dit-il, pouvez-vous souffrir que je meure d'un trépas infâme et douloureux? Et cela pour quel crime? Ce n'est point pour avoir volé, ni pour avoir tué, ni pour avoir renié ma religion. C'est pour n'avoir pas mis de poivre dans une tarte à la crème. » Comme la nuit était alors déjà assez avancée, le vizir Shemseddin Mohammed fit remettre Bedreddin dans sa caisse et lui dit «
Demeure là jusqu'à demain. Le jour ne se passera pas que je ne te fasse mourir. » On emporta la caisse et l'on en chargea le chameau qu'il avait apporté depuis Damas. On rechargea en même temps tous les autres chameaux, et le vizir, étant monté à cheval, fit marcher devant lui le chameau qui portait son neveu et entra dans la ville, suivi de tout son équipage. Après avoir passé par plusieurs rues où personne ne parut, parce que tout le monde s'était retiré, il se rendit à son hôtel où il fit décharger la caisse avec défense de ne l'ouvrir que lorsqu'il l'ordonnerait. Tandis qu'on déchargeait les autres chameaux, il prit en particulier la mère de Bedreddin Hassan et sa fille, et s'adressant à cette dernière. « Dieu soit loué, lui dit-il, ma fille, de ce qu'il nous a fait si heureusement rencontrer votre cousin et votre mari. Vous vous souvenez bien apparemment de l'état où était votre chambre la première nuit de vos noces. Allez, faites-y mettre toutes choses comme elles étaient alors. Si pourtant vous ne vous en souveniez pas, je pourrais y suppléer par l'écrit que j'en ai fait faire. De mon côté, je vais donner ordre au reste. » Dame de Beauté alla exécuter avec joie ce que venait de lui ordonner son père, qui commença aussi à disposer toutes choses dans la salle de la même manière qu'elles étaient, lorsque Bedreddin Hassan s'y était trouvé avec le palefrenier bossu du sultan d'Égypte. À mesure qu'il lisait l'écrit, ses domestiques mettaient chaque meuble à sa place. Le trône ne fut pas oublié, non plus que les bougies allumées. Quand tout fut préparé dans la salle, le vizir entra dans la chambre de sa fille, où il posa l'habillement de Bedreddin avec la bourse de sequins. Cela étant fait, il dit à Dame de Beauté : « Déshabillez-vous, ma fille, et vous couchez. Dès que Bedreddin sera entré dans cette chambre, plaignez-vous de ce qu'il a été dehors trop longtemps, et dites-lui que vous avez été bien étonné en vous réveillant de ne pas le trouver auprès de vous. Pressez-le de se remettre au lit, et demain matin vous nous divertirez, votre belle-mère et moi, en nous rendant compte de ce qui se sera passé entre vous et lui cette nuit. » À ces mots, il sortit de l'appartement de sa fille et lui laissa la liberté de se coucher. Scheherazade voulait poursuivre, mais le jour qui commença à paraître l'en empêcha. 121e nuit. Sur la fin de la nuit suivante, le sultan des Indes, qui avait une extrême impatience d'apprendre comment se dénouerait l'histoire de Bedreddin, réveilla lui-même Scheherazade et l'avertit de la continuer, ce qu'elle fit en ces termes. Shemseddin Mohammed, dit le vizir Giafar au calife, fit sortir de la salle tous les domestiques qui y étaient, et leur ordonna de s'éloigner, à la réserve de 2 ou 3 qu'il fit demeurer. Il les chargea d'aller tirer Bedreddin hors de la caisse, de le mettre en chemise et en caleçon, de le conduire en cet état dans la salle, de l'y laisser tout seul et d'enfermer la porte. Bedreddin Hassan, quoique accablé de douleur, s'était endormi pendant tout ce temps-là, si bien que les domestiques du vizir l'eurent plutôt tiré de la caisse, mis en chemise et en caleçon, qu'il ne fut réveillé. Et ils le transportèrent dans la salle si brusquement qu'ils ne lui donnèrent pas le loisir de se reconnaître. Quand il se vit seul dans la salle, il promena sa vue de toutes parts, et les choses qu'il voyait rappelant dans sa mémoire le souvenir de ses noces, il s'aperçut avec étonnement que c'était la même salle où il avait vu le palefrenier bossu. Sa surprise augmenta encore, lorsque s'étant approché doucement de la porte d'une chambre qu'il trouva ouverte, il vit dedans son habillement, au même endroit où il se souvenait de l'avoir mis la nuit de ses noces. « Bon Dieu, dit-il en se frottant les yeux, suis-je endormi? Suis-je éveillé ?» Dame de Beauté, qui l'observait, après s'être divertie de son étonnement, ouvrit tout à coup les rideaux de son lit et avançant la tête. « Mon cher Seigneur, lui dit-elle d'un ton assez tendre, que faites-vous à la porte? Venez vous recoucher. Vous avez demeuré dehors bien longtemps. J'ai été fort surprise en me réveillant de ne pas vous trouver à mes côtés. » Bedreddin Hassan changea de visage lorsqu'il reconnut que la dame qui lui parlait était cette charmante personne avec laquelle il se souvenait d'avoir couché. Il entra dans la chambre, mais au lieu d'aller au lit, comme il était plein des idées de tout ce qui lui était arrivé depuis 10 ans, et qu'il ne pouvait se persuader que tous ces événements se fussent passés en une seule nuit, il s'approcha de la chaise où étaient ses habits et la bourse de sequins. Et après les avoir examinés avec beaucoup d'attention, « Par le grand Dieu vivant !» s'écria-t-il, « voilà des choses que je ne puis comprendre. » La dame, qui prenait plaisir à voir son embarras, lui répondit : « Encore une fois, Seigneur,
venez vous remettre au lit. À quoi vous amusez-vous » À ces paroles, il s'avança vers Dame de Beauté. « Je vous supplie, madame, lui dit-il, de m'apprendre s'il y a longtemps que je suis auprès de vous. »« La question me surprend, répondit-elle. Est-ce que vous ne vous êtes pas levé d'auprès de moi tout à l'heure? Il faut que vous ayez l'esprit bien préoccupé. »« Madame, reprit Bedreddin, je me souviens, il est vrai, d'avoir été près de vous, mais je me souviens aussi d'avoir demeuré 10 ans à Damas. Si j'ai en effet couché cette nuit avec vous, je ne puis en avoir été éloigné si longtemps. Ces deux choses sont opposées. Dites-moi de grâce ce que j'en dois penser. Si mon mariage avec vous est une illusion, ou si c'est un songe que mon absence. »« Oui, Seigneur, repartit Dame de Beauté, vous avez rêvé sans doute que vous avez été à Damas. »« Il n'y a donc rien de si plaisant, s'écria Bedreddin en faisant un éclat de rire. Je suis assurée, madame, que ce songe va vous paraître très réjouissant. Imaginez-vous, s'il vous plaît, que je me suis trouvée à la porte de Damas en chemise et en caleçon, comme je suis en ce moment, que je suis entrée dans la ville au huée d'une populace qui me suivait en m'insultant, que je me suis sauvée chez un pâtissier qui m'a adoptée, m'a appris son métier et m'a laissé tous ses biens en mourant, qu'après sa mort j'ai tenu sa boutique. Enfin, madame, il m'est arrivé une infinité d'autres aventures qui seraient trop longues à vous raconter. Et tout ce que je puis vous dire, c'est que je n'ai pas fait mal de me réveiller. Sans cela, on m'allait clouer à un poteau. »« Et pour quel sujet ?» dit Dame de Beauté, en faisant l'étonner. « Voulait-on vous traiter si cruellement? Il fallait donc que vous eussiez commis un crime énorme. »« Point du tout, » repartit Bedreddin. « C'était pour la chose du monde la plus bizarre et la plus ridicule. Tout mon crime était d'avoir vendu une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. »« Ah, pour cela ?» dit Dame de Beauté en riant de toute sa force. « Il faut avouer qu'on vous faisait une horrible injustice. »« Oh, madame, répliqua-t-il, ce n'est pas tout encore. Pour cette maudite tarte à la crème, où l'on me reprochait de n'avoir pas mis de poivre, on avait tout rompu et tout brisé dans ma boutique. On m'avait lié avec des cordes et enfermé dans une caisse où j'étais si étroitement qu'il me semble que je m'en sens encore. Enfin, on avait fait venir un charpentier et on lui avait commandé de dresser un poteau pour me pendre. Mais Dieu soit béni, de tout ce que cela n'est que l'ouvrage du sommeil. » Scheherazade, en cet endroit, apercevant le jour, cessa de parler. Schahriar ne put s'empêcher de rire de ce que Bedreddin Hassan avait pris une réalité pour un songe. « Il faut convenir, dit-il, que cela est très plaisant, et je suis persuadé que le lendemain, le vizir Shemseddin Mohammed et sa belle-sœur s'en divertirent extrêmement. »« Sire, répondit la sultane, c'est ce que j'aurai l'honneur de vous raconter la nuit prochaine, si votre majesté veut bien me laisser vivre jusqu'à ce temps-là. » Le sultan des Indes se leva sans rien répliquer à ces paroles, mais il était fort éloigné d'avoir une autre pensée. 122e nuit. Scheherazade, réveillée avant le jour, reprit ainsi la parole. « Sire, Bedreddin ne passa pas tranquillement la nuit. Il se réveillait de temps en temps et se demandait à lui-même s'il rêvait ou s'il était éveillé. Il se défiait de son bonheur, et cherchant à s'en assurer, il ouvrait les rideaux et parcourait des yeux toute la chambre. « Je ne me trompe pas, disait-il. Voilà la même chambre où je suis entré à la place du bossu, et je suis couché avec la belle dame qui lui était destinée. » Le jour, qui paraissait, n'avait pas encore dissipé son inquiétude lorsque le vizir Shemseddin Mohammed, son oncle, frappa à la porte et entra presque en même temps pour lui donner le bonjour. Bedreddin Hassan fut dans une surprise extrême de voir paraître subitement un homme qu'il connaissait si bien, mais qui n'avait plus l'air de ce juge terrible qui avait prononcé l'arrêt de sa mort. « Ah, c'est donc vous, s'écria-t-il, qui m'avez traité si indignement et condamné à une mort qui me fait encore horreur, pour une tarte à la crème où je n'avais pas mis de poivre. » Le vizir se prit à rire, et pour le tirer de la peine, lui conta comment, par le ministère d'un génie, car le récit du bossu lui avait fait soupçonner l'aventure, il s'était trouvé chez lui et avait épousé sa fille à la place du palefrenier du sultan. Il lui apprit ensuite que c'était par le cahier écrit de la main de Nourdin Ali qu'il avait découvert qu'il était son neveu. Et enfin, il lui dit qu'en conséquence de cette découverte, il était parti du Caire et était allé jusqu'à Balsora pour le chercher et apprendre de ses nouvelles. « Mon cher neveu, ajouta-t-il en l'embrassant avec beaucoup de tendresse,
Je vous demande pardon de tout ce que je vous ai fait souffrir depuis que je vous ai reconnu. J'ai voulu vous ramener chez moi avant que de vous apprendre votre bonheur, que vous devez trouver d'autant plus charmant qu'il vous a coûté plus de peine. Consolez-vous de toutes vos afflictions par la joie de vous voir rendu aux personnes qui vous doivent être les plus chères. Pendant que vous vous habillerez, je vais avertir votre mère, qui est dans une grande impatience de vous embrasser. Et je vous amènerai votre fils, que vous avez vu à Damas, et pour qui vous vous êtes senti tant d'inclination sans le connaître. Il n'y a pas de parole assez énergique pour bien exprimer quelle fut la joie de Bedreddin lorsqu'il vit sa mère et son fils Agib. Ces trois personnes ne cessaient de s'embrasser et de faire paraître tous les transports que le sang et la plus vive tendresse peuvent inspirer. La mère dit les choses du monde les plus touchantes à Bedreddin. Elle lui parla de la douleur que lui avait causée une si longue absence et des pleurs qu'elle avait versés. Le petit Agib, au lieu de fuir comme à Damas les embrassements de son père, ne se lassait point de les recevoir. Et Bedreddin Hassan, partagé entre deux objets si dignes de son amour, ne croyait pas leur pouvoir donner assez de marques de son affection. Pendant que ces choses se passaient chez Shemseddin Mohammed, ce vizir était allé au palais rendre compte au sultan de l'heureux succès de son voyage. Le sultan fut si charmé du récit de cette merveilleuse histoire qu'il la fit écrire pour être conservée soigneusement dans les archives du royaume. Aussitôt que Shemseddin Mohammed fut de retour au logis, comme il avait fait préparer un superbe festin, il se mit à table avec sa famille et toute sa maison passa la journée dans de grandes réjouissances. Le vizir Giafar, ayant ainsi achevé l'histoire de Bedreddin Hassan, dit au calife Haroun al-Rachid : « Commandeur des croyants, voilà ce que j'avais à raconter à votre majesté. » Le calife trouva cette histoire si surprenante qu'il accorda sans hésiter la grâce de l'esclave Rihan. Et pour consoler le jeune homme de la douleur qu'il avait de s'être privé lui-même malheureusement d'une femme qu'il aimait beaucoup, ce prince le maria avec une de ses esclaves, le combla de biens et le chérit jusqu'à sa mort. « Mais sire, ajouta Scheherazade, remarquant que le jour commençait à paraître, quelque agréable que soit l'histoire que je viens de raconter, j'en sais une autre qui l'est encore davantage. Si votre majesté souhaite de l'apprendre la nuit prochaine, je suis assurée qu'elle en demeurera d'accord. » Schahriar se leva sans rien dire, et fort incertain de ce qu'il avait à faire. « La bonne sultane, dit-il en lui-même, raconte de fort longues histoires, et quand une fois elle en a commencé une, il n'y a pas moyen de refuser de l'écouter tout entière. Je ne sais si je ne devrais pas la faire mourir aujourd'hui, mais non, ne précipitons rien. L'histoire dont elle me fait fête est peut-être plus divertissante que toutes celles qu'elle m'a racontées jusqu'ici. Il ne faut pas que je me prive du plaisir de l'entendre. Après qu'elle m'en aura fait le récit, j'ordonnerai sa mort. Bonjour et bienvenue dans le je ne sais plus combienième vlog lecture sur les mille et une nuits. Là, on vient d'en enchaîner pas mal parce que donc, il y a de la 103 à la 122. Ça en fait 19. J'ai choisi en fait d'aller jusqu'au bout du conte parce que j'avais déjà pas mal avancé. Il restait que 5 nuits avec des nuits un peu plus longues parce qu'il y en a qui étaient vraiment très courtes. Donc ça sera peut-être un petit peu longué, je m'excuse. On a un petit peu voyagé. Je comprends pas en fait pourquoi Bedreddin Hassan n'a pas essayé de rejoindre sa mère à Balsora. Ou pourquoi il n'a pas essayé aussi de rejoindre sa femme au Caire. Parce que oui, il avait été adopté, il a eu l'héritage de son père adoptif, donc la pâtisserie. Mais bon, je crois que c'est parce qu'on est dans des contes et que du coup les personnages ne sont pas caractérisés et qu'ils n'ont pas d'objectif précis que c'est assez absurde au final. Parce que peut-être qu'il aurait pu essayer d'appeler le génie ou la fée. Il n'a pas vu la fée, je crois pas. Non, il n'a vu que le génie. Il a discuté avec le génie. Je suis pas sûre qu'il ait vu la fée, je m'en souviens plus. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas bougé de Damas ?
Après, je comprends aussi que la fille, donc Dame de Beauté, la fille de Shamseddine Mohammed, qu'elle n'ait pas essayé de le rechercher parce que je pense qu'elle n'en a pas le pouvoir. Parce que j'ai quand même l'impression que les femmes devaient être assez sous la protection du père ou du mari. Ça rappelle pas mal le monde de Jane Austen, mais ailleurs et dans un autre temps. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé de le chercher en fait. Mais je me suis demandé aussi si l'espèce de le mauvais traitement que Shamseddine Mohammed a fait subir à son neveu, c'était pas en quelque sorte une punition d'avoir abandonné sa fille, donc avoir abandonné son épouse. Parce que ça aurait pu, hein. Ça aurait pu être un mec qu'il avait charmé et qu'il avait abandonné dans la foulée. Ça aurait pu. Et après, il avait quand même compris, Shamseddine Mohammed, quand il avait... j'ai l'impression que le bossu, il lévitait la tête en bas. C'était marrant. Donc il avait compris que c'était l'œuvre d'un génie. Donc il en avait compris que sa fille avait couché avec le génie. Et que donc, le petit Agib, c'était potentiellement l'enfant d'un génie. Donc on apprend que les génies, ils peuvent avoir des enfants avec des femmes. J'ai l'impression que les génies ne sont que des hommes et que les fées ne sont que des femmes. Donc est-ce que c'est la même espèce entre guillemets? Est-ce que les génies font des enfants? Ça rappelle vachement de contes de par chez nous, hein. Ça y en a. Hein. Dans la mythologie celtique, il y a le petit peuple, ceux qui sont sous les tertres, qui font la fête. On entend la musique quand on marche. Quand on se promène dans la forêt, par exemple. C'était assez particulier et j'ai bien aimé. Et en fait, toute l'histoire autour de la tarte à la crème qui n'était pas assez poivrée, ce qui justifiait en fait les mauvais traitements que Bedreddin Hassan a subi, mais c'est tellement absurde. Et puis le sultan, Shahriar, il a ri. Et le sultan, il a réclamé la suite. Je crois que c'est la première fois qu'il le fait. Et du coup, j'ai trouvé ça chouette. Par contre, il est encore toujours sur je vais peut-être la tuer quand même. Donc il me gonfle parce qu'il évolue lentement quand même, un pépère. Hein. Et je me demande... J'ai vraiment l'impression qu'au niveau de leur construction, les Mille et une nuits, c'est vraiment aussi... On est vraiment dans Scheherazade qui essaye d'apprivoiser Shahriar, de se rendre intéressante en fait par les histoires qu'elle raconte, faire passer des messages, parce qu'il y a encore l'histoire du féminicide qui n'est... Ah si, il est résolu. Mais quel truc ce... Le mec il a tué sa femme parce que, mince, j'ai cru à un esclave qui a menti, donc j'ai buté ma femme, donc pendez-moi. Mais non, c'est pas grave, on te pardonne, tiens, une autre épouse, tiens, de l'argent. Super, autre temps, autre meurt. Mais j'ai pas trouvé ça... Je suis pas très satisfaite de cette partie-là du conte. Par contre, je suis plutôt satisfaite de l'histoire de Nourdin Ali, le père de Bedreddin, et de Shamseddine Hassan, son frère. Au final, en fait... ce que Nourdin Ali voulait faire, c'est-à-dire que son fils épouse la fille de son frère, ça s'est résolu. Donc il y a un aspect destiné, ça me fait un peu penser au sorceleur, je sais pas. Donc c'était assez rigolo. On est à 70% du premier tome. J'ai regardé vaguement en fait la suite. Il va encore y avoir plusieurs récits enchâssés, évidemment. Donc là, on est toujours dans Scheherazade qui raconte à Shahriar l'histoire du vizir Giafar et du calife Haroun al-Rachid, sachant que le vizir Giafar risque de se faire quicker par Haroun al-Rachid parce qu'il avait... je sais pas s'il risque toujours de se faire tuer d'ailleurs, parce que c'est pas évident de garder le fil comme ça. Mais... ouais, donc on a toujours cette histoire-là, et là... Apparemment, le prochain conte, ça va être sur un bossu. Et je suis pas sûre que ce soit sur le bossu du conte précédent.
Ce serait pas mal qu'il y ait des petits fils rouges comme ça aussi d'un compte à l'autre. Jane Austen, il reste un mois. Donc il reste ce samedi-là et les 3 samedis suivants. Et du coup après j'enchaînerai sur Carmilla de John Sheridan Le Fanu où j'ai déjà lu je crois le prologue et les 2 premiers chapitres et ça fait déjà 20%. Donc vous voyez c'est ultra court. Ça va être quelque chose de... À mon avis il est bâché en 5-6 semaines. Donc ça va être moins marathon que Raison et Sensibilité. Je me demande du coup si je vais pas aussi après Carmilla peut-être partir sur des nouvelles. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique et comme ça en fait vous allez piocher ce qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, même si ça me fait extrêmement plaisir, mais carrément. Je brainstorm depuis plusieurs jours là sur le contenu par rapport à l'écriture, donc ça sera évidemment quelque chose de très vulgarisateur, parce que comme je ne sais pas exactement, je sais quelle copine me regarde, mais je ne sais pas vous, jeune inconnu, discret, je ne sais pas si vous écrivez et je ne sais pas quel est votre niveau entre guillemets d'écriture, quelle est votre pratique, quelle est votre expérience. Du coup, je vais partir du principe que de toute manière, tout est bon à réapprendre ou à apprendre tout court. Donc, je vais partir sur de grosses généralités au début avant de creuser un petit peu plus. À tout bientôt et pensez à mettre du poivre dans vos tartes à la crème. À bientôt et rêvez tout plein de génies qui font des bébés avec des mortels. Oh mon Dieu, shocking.